Ce débat, je pense que c'est tout à fait simple et intéressant, et c'est pas du tout une crainte qu'on doit avoir de mener ce genre de discussion, et ça n'empêche absolument pas de militer ensemble. Par contre, puisque on fait le point sur la façon aussi dont fonctionne la direction des partis, je pense qu'il y a des problèmes très graves et qui ne relèvent pas justement de ce débat entre sensibilités, entre courants. Donc une partie quand même de la majorité explique aujourd'hui que la direction ne fonctionne plus, c'est-à-dire que grosso modo aujourd'hui les instances qui sont censées diriger le parti ne fonctionnent plus, que des initiatives sont prises en dehors de ces instances-là, c'est-à-dire notamment des déclarations, des porte-paroles qu'on apprend et qui sont décidées dans d'autres instances, comme par exemple le week-end de la révolte de gauche, qui a été quand même une initiative forte, qui a été lancée par les porte-paroles sans que ça soit discuté dans les instances de direction, et où même un camarade de la direction, je me souviens, nous a expliqué qu'une fois qu'un de nos porte-paroles avait parlé, eh bien l'objectif c'était que le parti s'approprie ce qu'avait dit notre porte-parole. Donc là, je pense qu'il y a quand même un problème qui fait que voilà, normalement notre parti devrait fonctionner autrement, devrait aussi, par exemple, respecter scrupuleusement ces textes de congrès. Pascal a évoqué le fait que défendre la perspective d'un gouvernement anti-austérité, c'était pas défendre des analyses de type keynésienne, etc. Certes, sauf qu'au congrès, par exemple, on a, ce qui me tient particulièrement à cœur, on a développé une analyse marxiste de la crise qui polémiquait ouvertement avec les analyses keynésiennes, et on voit que la direction au quotidien nous explique dans les interventions des porte-paroles, dans nos tracts, que en fait c'est l'austérité qui est responsable de la crise, qui ajoute la crise à la crise, etc. Alors qu'on avait écrit exactement le contraire dans nos textes de congrès, et on l'a signalé plusieurs fois, aucune réponse, c'est normal, la direction fait ce qu'elle veut et ne respecte pas les textes de congrès. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des problèmes de fonctionnement voilà, qui relèvent de certaines pratiques qu'il faut discuter, et à mon avis c'est aussi ça qui génère un certain nombre de difficultés de l'organisation. Bon, ensuite, une question aussi importante, c'est la conception du front unique. C'est un peu revenu dans les différentes interventions, et je pense qu'en effet, ça a été évoqué par Gérard, et ça a été c'est en fait assumé par la direction. C'est en fait, Sandra a dit, de faire la question de l'unité une question structurante. Sylvain est intervenu pour dire qu'on devait avoir une politique du front unique, non pas comme une tactique dans l'intervention, mais comme une stratégie. Et ça, je pense qu'en effet, il y a un désaccord, c'est-à-dire dire qu'on veut mener une politique de front unique comme une stratégie, c'est indiquer que justement, on ne va pas utiliser cette politique pour développer les mobilisations, pour en faire des points d'appui, c'est-à-dire qu'on va être amené, et c'est ce qu'on est amené à faire, à signer toute une série de textes qui nous font reprendre les analyses et les points de vue qui ne sont pas les nôtres, qui aussi, en pleine mobilisation, en fait, sont pas du tout des points d'appui pour ces mobilisations. Typiquement sur la grève des cheminots, alors qu'il y avait une grève pour le retrait du projet, alors qu'il y avait une auto-organisation des assemblées générales, on a signé un communiqué qui évidemment ne mentionnait pas cette auto-organisation, cet objectif de la grève jusqu'au retrait, et donc on signait en fait une déclaration commune avec des réformistes qui de fait cautionnaient en fait la politique des directions syndicales qui n'ont pas du tout construit une mobilisation pour le retrait de la réforme. Donc voilà, donc je pense que sur cette question en fait de l'unité, je pense qu'il faut un peu remettre les choses à plat, et surtout éviter les caricatures, parce que les camarades qui nous disent c'est cette politique qui permet de construire le parti, etc. Bon, malgré tout, on a bien vu le résultat. La politique qui a été menée, c'est pas justement, c'est cette politique unitaire, c'est cette politique de faire des textes ensemble avec les autres organisations, en pensant que plus on était unitaire, plus on montrait qu'on était ouvert, plus on construisait le parti. Ce raisonnement, il est faux. Alors, il ne s'agit pas de dire que procéder différemment
produirait des résultats sensiblement meilleurs, mais en tout cas, on doit éviter de caricaturer entre ceux qui veulent un parti étroit et ceux qui veulent un parti large. Et bon, moi, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de me concentrer en fait sur 3-4 questions qui me paraissent importantes. La première, et un peu celle que Sylvain, a abordée à la fin de son intervention, c'est-à-dire en fait une certaine polarisation dans le débat entre ceux qui voudraient construire un petit parti et ceux qui voudraient construire un grand parti. Je pense que c'est une fausse discussion. Normalement, on veut tous construire l'organisation la plus grande possible. Mais le problème, il n'est pas là, encore une fois. Parce qu'en plus, les camarades qui défendent l'idée de construire un parti le plus large possible et qui accusent les autres de vouloir construire des petits partis, ont été en grande partie ceux qui ont dirigé l'organisation et qui l'ont vendue, donc ils sont responsables du fait qu'elle est devenue de plus en plus petite. Il y a un problème fondamental là-dessus. La deuxième question, c'est est-ce que le fait de défendre l'idée d'un parti délimité stratégiquement veut dire en fait qu'on ne peut pas avoir des bons résultats aux élections, veut dire qu'on ne peut pas en fait grandir, gagner de nouveaux militants. Je ne pense pas, et je pense que la situation internationale aujourd'hui, pour répondre en fait un petit peu à l'interpellation de mon camarade avec des exemples qui ne sont pas forcément issus du courant au sein duquel en fait l'LCR faisait partie, montre le contraire. L'expérience de l'Argentine, pour les camarades qui ont pu suivre un certain nombre en fait, d'ateliers qui ont eu lieu de cette université d'été, montre qu'avec un programme très clair, un arc d'alliance en fait composé en fait, par des partis révolutionnaires, trotskistes, etc., il est possible de faire des bons résultats électoraux, y compris d'avancer dans la construction. Mais le problème fondamental, c'est pas d'avoir des voix et des bons résultats électoraux. La question, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec ça par la suite. Il me semble que le grand problème du LPA, c'est qu'est-ce qu'on en a fait des bons résultats électoraux d'Olivier en 2008 et même avant. Donc à mon avis, la question ne se pose pas de ce point de vue-là. La deuxième discussion, c'est le rapport au front de gauche. Sandra elle disait en fait, dans son intervention d'introduction qu'il fallait en fait fragiliser le front de gauche, fragiliser les réformistes, et c'était ça qui justifiait le fait d'avoir une sorte de bloc politique permanent avec eux. Encore une fois, le bilan du LPA en fait montre le contraire. Même alors que le front de gauche a plus récemment rentré en politique, quelle a été notre influence? En quoi nous les avons fragilisés, sont fragilisés eux-mêmes. Par contre, est-ce que le front de gauche a eu une influence sur nos rangs? Est-ce que le front de gauche nous a fragilisés? Je pense que c'est plutôt de ce point de vue-là que la question s'est posée. Il y a le départ de la GA, certes, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de camarades qui sont partis individuellement pour qui cette question-là n'était pas anodine non plus. Il y a un vieux dirigeant du mouvement trotskiste latino-américain qui disait quand il y a un peu le même film qui passe dans une grande salle de cinéma ou dans une petite, en général les gens vont dans la grande salle. Il ne veut pas dire que la politique du LPA est la même que celle du front de gauche. Mais à un moment donné, on a été en difficulté d'expliquer, en fait, pour expliquer à des gens pourquoi on n'y rentrait pas. Pourquoi on n'essayait pas de constituer une aile gauche à l'intérieur du front de gauche? Et puisqu'on n'avait pas en fait une réponse, parce qu'il faut avoir en fait, des justificatifs sérieux pour ça, parce qu'il y a une aspiration qui compte des travailleurs à l'unité de la gauche, et cela en fait en soi est juste. Donc si on n'a pas en fait, des divergences stratégiques de fond pour expliquer pourquoi on ne rentre pas, on va apparaître en fait, à chaque fois comme un mouvement sectaire, etc., etc. Et moi je pense que ça pesait beaucoup dans la crise du NPA. Troisième aspect, il y a des camarades en fait, autour d'Antoine, c'est vrai qui commencent à évoquer l'idée d'un parti révolutionnaire de Mars. Contradictoirement, en fait, c'est les mêmes camarades qui ont une vision très négative de la situation, qui voient en fait comme un rapport de force très dégradé. Personnellement, je me demande comment dans une situation qui n'est pas révolutionnaire, dans une situation où le rapport de force est aussi dégradé, on peut faire un parti révolutionnaire et de masse. Moi, je pense que supposer cet objectif-là aujourd'hui est faux, ça ne correspond pas à la situation. Aujourd'hui, il s'agit de construire un parti d'avant-garde, il ne faut pas avoir honte de ça. Un parti d'avant-garde, compris, c'est que ça ne peut pas être un petit parti. Un parti de 10 000 militants est un parti d'avant-garde, mais pas un parti de masse. Et c'est ça la tâche à laquelle doit s'accorder l'ONPA aujourd'hui. La quatrième question pour essayer de répondre à Gérard. Est-ce qu'il s'agit de préparer l'insurrection pour demain? Bien évidemment que non, camarades. Mais est-ce qu'il y a en fait un rapport organique entre stratégie et tactique? Nos héritiers, nos anciens nous expliquaient que la tactique en fait est une manifestation ponctuelle à un moment donné et sur une question précise de notre stratégie. Parce que sinon, notre conception est tapiste, c'est-à-dire aujourd'hui on peut faire n'importe quelle politique et le jour où la révolution viendra, là on va en fait avoir une politique correcte. Malheureusement, on sait que les partis révolutionnaires en fait ils ne se construisent pas à la veille de la révolution, ils se construisent par une accumulation qui dure des années et qui est y compris stratégique, théorique et qui est à la base en fait des choix politiques qu'on fait à un moment donné. De ce point de vue-là, il me semble en fait par rapport à tous les camarades qui font un appel en fait, à la responsabilité, que être responsable aujourd'hui dans le NPA, c'est précisément
précisément en fait cesser d'éluder ces débats, c'est précisément en fait aborder les questions telles qu'elles sont et essayer de trouver une sortie par en haut, par en fait un réarmement programmatique et stratégique du JNP. Parce que sur la question du front unique, quand des camarades, Sylvain le disait juste avant, de façon claire, mais en réalité je pense qu'on a cette discussion un peu plus largement, disent que c'est un problème de voir le front unique comme une question stratégique, là il y a une vraie discussion. C'est-à-dire que considérer que pour aller au combat contre la bourgeoisie, pour faire la révolution, pour s'affronter à l'armée, pour tenir plusieurs années éventuellement dans une situation internationale où il pourrait y avoir des affrontements, on n'a pas besoin de l'unité de la classe ouvrière, c'est juste totalement illusoire. Donc justement, le front unique a une portée stratégique parce qu'on ne peut pas renverser le système, on ne peut pas entraîner les classes intermédiaires, on ne peut pas entraîner au-delà de son propre pays sans que la classe ouvrière de son propre pays soit unifiée. Donc c'est en ça que le front unique a une portée stratégique et on comprend mieux la discussion sur la question de l'opposition de gauche. Parce qu'au dernier congrès, au-delà des formules, tout le monde était d'accord sur l'idée, alors nous dans la PY on appelait ça pas ça opposition de gauche parce qu'il y a des camarades qui trouvaient que c'était pas joli, on disait opposition ouvrière et populaire contre le gouvernement et le patronat. Bon, très bien. En réalité c'est la même question, c'est la question d'unifier notre camp social pour affronter la bourgeoisie et son État. Donc si des camarades pensent que cette question-là, l'opposition au gouvernement et à la bourgeoisie, n'est pas d'actualité, justement au moment où tu as des franges qui sortent du gouvernement et tout ce qu'on sait qu'il y a pourri derrière, bien sûr, évidemment, au moment où il y a des oppositions qui se construisent dans les syndicats sur l'idée que les directions n'organisent pas l'affrontement, je ne vois pas à quel moment on en discute. C'est-à-dire que discuter des choses quand elles n'ont pas lieu d'être, ça sert à rien. Daniela disait avec raison, Antoine, tu dis un parti révolutionnaire de masse dans une situation non révolutionnaire, c'est fantaisiste, à mon avis elle a raison, c'est bien plus complexe que ça, pas de problème. Mais alors, discuter de l'opposition au gouvernement quand il n'y en a pas, et au moment où elle est possible d'être construite, de plus en discuter, enfin, il y a un moment donné où on tombe dans l'absurdité. Donc oui, il faut essayer d'unifier notre camp social, y compris avec des réformistes, y compris avec des bureaucrates, contre le gouvernement. Et alors après, à l'intérieur, il y a 1 million de médiations. Enfin, je veux dire, quand on regarde évidemment les mobilisations, on sait très bien qu'on n'a pas les mêmes stratégies que les syndicats, on n'a même pas la même stratégie que lutte ouvrière et alternative libertaire dans les luttes. Donc c'est pas le problème. Bien sûr, on défend notre propre orientation, et on sait qu'il y a des ruptures, et on sait que dans une assemblée générale, il y a des fois tu votes, enfin des fois, c'est même régulièrement tu votes contre ce que proposent les bureaucraties dans les assemblées générales, on sait que tu les combats dans les manifestations, on sait que tu les combats sur les mots d'ordre, on sait que tout ça, bien sûr, mais dans le cadre de l'unité de la classe, parce que sinon, en réalité, on est juste en train de construire des mouvements qui n'ont aucune possibilité de gagner. Donc cette question-là du front unique avec la perspective stratégique, je crois que c'est une question fondamentale et qu'effectivement, il faut qu'on continue à en discuter. Mais l'autre chose est de discuter d'une continuité entre l'opposition de gauche et le parti. Et les élections, je suis désolé les camarades qui ont intervenu sur cette question, mais les élections, c'est le parti. Parce qu'en réalité, dans les élections, c'est le moment où tout le monde regarde le programme. Qui regarde le programme du NPA? Il y a les élections que les gens regardent le programme du NPA. Ils ont bien raison parce qu'ils comparent. Ils comparent le NPA au front de gauche, ils comparent le NPA au PS, ils comparent même le NPA à la lutte ouvrière, ceux qui sont vraiment les fanatiques de la trotskologie. Donc dans les élections, les masses elles regardent les programmes des différents partis. Et c'est pour ça que ça y est, je dis pas à un niveau ponctuel dans une municipalité où le front de gauche est en opposition à sa direction nationale, bon tout ça c'est de la tactique, enfin, tout ça se discute. Mais centralement, fondamentalement, être dans les élections avec le front de gauche, c'est ne pas discuter de la comparaison des programmes politiques, et ça je crois que c'est une erreur fondamentale. Pour terminer sur une dernière chose, Christine disait tout à l'heure, on n'a pas été capable de concrétiser notre projet. Bon, j'ai pas le temps de discuter de façon un peu plus profonde de cette question-là, mais en tous les cas, je crois que sur ce congrès, il faut se convaincre d'une chose, c'est que ce n'est possible de faire ça qu'à condition d'avoir une homogénéité minimale pour avancer. Et là, quand j'interviens à chaque fois, je demande à Sylvain, t'étais d'accord avec quoi sur mon intervention? Voilà. Et si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais quand même, c'est mieux si on est d'accord, non? Donc les camarades qui aujourd'hui ont comme perspective pour ce congrès soit d'écraser tel courant, soit de devenir majoritaire contre les autres, honnêtement, c'est une perspective qui est complètement stérile pour un parti, parce que l'organisation ne pourra se reconstituer et ne pourra aller de l'avant que s'il y a la recherche dans le congrès, bien sûr des points de désaccord, mais surtout des points d'accord qui vont réussir à faire avancer l'organisation sur les questions fondamentales. Et je crois quand même que la démonstration,
de la session de l'AGIA, c'est que c'est possible ensemble d'avancer correctement sur les grandes questions nationales à poser pour notre monde social. Je crois que le but, c'est pas d'écraser personne, mais c'est de convaincre. Voilà, on a des points de vue les uns les autres, on essaie de les défendre. Et de s'allier les points d'accord et les points de désaccord. Par exemple, moi je suis assez surpris de ton intervention, Antoine, lorsque tu nous expliques qu'en fait, je sais pas, qu'on aurait des camarades dans l'organisation qui n'ont pas comme préoccupation d'unifier la classe, qui n'auraient pas comme préoccupation de construire leur syndicat. C'est quand même la première structure de base de front unique. Qui n'auraient pas comme préoccupation construire des mobilisations les plus larges possibles. Mais c'est pas ça le débat qu'il y a entre nous. Le débat qu'il y a eu entre nous autour du 12 avril, c'était pas la question de participer au 12 avril, c'était de savoir comme courant politique, comme parti, comme organisation, qu'est-ce qu'on défendait dans les cadres unitaires de front unique avec le PCF, le Front de Gauche, le PG, sur le contenu de l'appel. Tu reconnaîtras, Gérard, qu'entre le communiqué qu'on vient d'envoyer aujourd'hui, du parti qui parle à nouveau d'une opposition sociale et politique, et un pôle ouvrier dans le cadre d'une mobilisation, il y a une petite différence. Dans le cadre de l'appel du 12 avril, quelle était notre divergence à nous en tant que courant? C'était de justement mettre l'accent à un moment dans lequel Mélenchon postulait à être Premier ministre d'un gouvernement, juste avant les élections européennes, de mettre l'accent dans l'appel sur la question de l'alternative sociale, féministe, sur la base d'une solidarité, c'est-à-dire des formules ambiguës sur des formules de gouvernement. Quel était notre désaccord sur l'appel? Je lis l'appel. Ensemble, nous voulons construire une dynamique pour une alternative sociale, démocratique, écolo, féministe, fondée sur la solidarité. Ça met l'accent sur des formules qui sont ambiguës, qui donnent l'impression qu'on a une possibilité de gouverner ensemble avec ses camarades. Et il y avait quand même une petite cerise sur le gâteau. En tous les cas, pour ceux comme toi, Antoine, qui étions opposés à appeler à voter Hollande, de s'inscrire complètement dans le sein de cet appel du 12 avril, de s'inscrire dans le camp du PS, de dire ce n'est décidément pas cela que nous voulions, nous qui, par millions, avons contribué à chasser Sarkozy. Le débat qu'il y avait entre nous, c'était pas de participer au 12 avril, enfin franchement, moi j'étais en pleine grève à ce moment-là au niveau de la Poste, qui a duré un petit moment. La politique qu'on a menée, c'est quoi? C'est de lancer un appel de postiers en grève à la convergence des luttes pour participer à la manifestation du 12 avril. Et le débat qu'on avait entre nous, c'était de dire que dans le cadre de cet appel, ce qu'on devait être et ce qui devait être notre rôle à nous, c'est avant tout de prendre appui sur les mobilisations sociales pour justement les mener sur un affrontement qui soit un affrontement à la politique du gouvernement. Et donc par rapport à ces discussions-là aujourd'hui, les perspectives, pareil les camarades, moi je ne m'étonne pas qu'il y ait plein de camarades, c'est le premier truc que j'ai dit. Franchement, c'est pas parce que tu es AR ou j'en sais rien que tu as une activité au sein de la lutte des classes qui est correcte. Bon, ça n'a rien à voir ce truc-là. Il y a plein de camarades qui font plein de boulot. Enfin, franchement, c'est quand même pas normal que la politique de l'organisation et de la direction, et je vais reprendre ce qu'a dit Damien, dire là, il y a plein de camarades qui sont intervenus, on est membres du CPN. Bon, ça veut dire qu'on est OK pour dire que le prochain CPN, c'est ça qui est au centre de notre discussion. Bon. Et combiner à la fois une campagne politique en direction des entreprises, Christine, ça ne veut pas dire ne pas faire de boulot, c'est nos deux jambes, de ne pas faire de boulot dans nos syndicats de façon la plus unitaire possible pour créer une mobilisation contre le vote du budget. Mais là encore, sous quel axe? Est-ce que c'est l'axe de donner une réponse, j'ai envie de dire avec ce que vous dites, les formules algébriques, une réponse gouvernementale et donner l'impression que c'est possible de le faire, y compris avec le Front de Gauche, ou c'est partir sur les mobilisations et montrer ces contradictions, les contradictions qui existent au sein de ces mobilisations avec la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement. Dernière chose, dans la minute qui me reste, c'est la construction d'un parti. Bon, moi je suis d'accord avec ce que dit Daniela sur la contradiction de la construction de partis révolutionnaires de masse dans des périodes qui sont soi-disant dites de recul. Nous, il y a un élément qui nous semble essentiel et qui est un peu en lien avec la question de l'internationalisme. C'est aujourd'hui la question de l'unité des révolutionnaires. On ne peut pas être à égale distance, à équidistance entre le front de gauche et des militants qui se revendiquent du camp révolutionnaire, que ce soit lutte ouvrière, que ce soit des camarades anarchistes, d'alternatives libertaires. Et donc, notre façon de dialoguer, de discuter, ne peut pas être de la même façon et ne peut pas prioriser de la même manière. Nous devons avoir, bien évidemment, une façon de discuter avec le Front de Gauche, le PC, mais notre politique doit être une politique d'interpellation pour défendre la question de l'unité des révolutionnaires dans les mobilisations. Et on sait bien qu'on a toute une série de divergences,
mais parce qu'on a justement un corpus théorique et stratégique qui est commun, et justement, ces éléments-là, ils sont importants de les discuter, et au sein même de notre organisation, je termine avec ça, on doit commencer à apprendre, même si on n'est pas tous issus de la carte, eh bien, à discuter, à dialoguer avec les camarades qui ne le sont pas forcément, parce que la reconstruction d'un mouvement révolutionnaire, ça passe aussi par là. Moi, je vais partir de la fin, c'est-à-dire la discussion, la fin d'intervention d'elle, c'est-à-dire la discussion sur qui opposerait parti révolutionnaire avec des militants professionnels et parti anticapitaliste. Parce que je pense que cette question-là ne règle absolument pas, effectivement, la question de savoir comment, dans une période révolutionnaire, on construit des partis révolutionnaires. Et ça, une fois qu'on a dit, redit, autoproclamé qu'on est un parti révolutionnaire, on n'aura pas gagné grand-chose. Quant à la question des militants professionnels, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors on oppose le fait qu'il y ait des camarades qui soient disponibles, parce que de par situation dans la société pour militer 20 heures sur 24, ou bien alors on considère qu'effectivement les camarades qui militent pour défendre leur cité, partout où ils sont, que ce soit sur leur lieu de travail, que ce soit dans leur milieu, que ce soit autour de construire des mobilisations sociales, ces camarades-là sont des militants à part entière, totalement engagés par leurs préoccupations, leurs perspectives et leur volonté de construire et de participer au combat pour la transformation révolutionnaire de la société. Et je pense que ça, il faut vraiment qu'on arrête avec ces discussions-là, qui sont des discussions qui sont véritablement celles d'une autre période. Et je pense qu'une des choses qui était importante pour nous quand on a discuté de la création du NPA, et c'est pour ça que le problème, c'est pas de revenir à ce qu'a pu être la LCR, mais ce qui était notre préoccupation à cette époque-là, c'était de prendre conscience qu'il fallait tourner la page d'une période qui avait été celle du mouvement ouvrier au XXe siècle, parce que cette période-là, elle était terminée, et que aujourd'hui, que la période dans laquelle, y compris les organisations révolutionnaires, s'étaient construites en opposition, en contradiction, à essayer de survivre face aux trahisons de la social-démocratie, face à l'écrasement permanent du stalinisme, cette période-là, elle était terminée. Mais en même temps, c'est terminé, ça ne veut pas dire disparition des partis qui avaient constitué qui avaient été forts dans cette période, mais en même temps, ces partis, ils mettent du temps à crever, à s'effondrer. Et la manière dont ils s'effondrent, c'est une manière qui disqualifie, qui détruit, qui annihile aussi les expériences positives du mouvement ouvrier. Et donc, du coup, nous, on se trouve dans cette situation. Comment on fait? Comment on reconstruit effectivement une conscience et l'unité, y compris la question de parti d'avant-garde, mais pour qu'il y ait un parti d'avant-garde, il faut qu'il y ait une classe constituée, une classe qui ait une conscience d'elle-même, de ses intérêts, avec peut-être des divergences à l'intérieur d'elle-même. Mais notre problème, c'est qu'aujourd'hui, cette conscience de classe, elle se dilue, elle est de plus en plus, elle est à reconstituer sur la base de la réalité. Et c'est ça qu'on a aussi à faire pour montrer comment on avance sur les réalités auxquelles nous sommes confrontés, comment on répond aux questions qui nous permettent, non pas de construire forcément un parti révolutionnaire de masse aujourd'hui, évidemment, mais de construire un parti qui soit utile, plus utile qu'on a pu l'être jusqu'à maintenant, plus efficace, effectivement, pour avancer, pour permettre une accumulation de force dans la perspective de période révolutionnaire. Alors pour ça, je pense qu'il y a un premier champ de débat qui doit être important, c'est le champ de la discussion sur qu'est-ce qui a changé, y compris depuis qu'on a écrit les principes fondateurs, du point de vue de la situation internationale, du point de vue de l'évolution de la crise et des rapports inter-impérialistes, l'émergence des processus révolutionnaires dans un certain nombre de pays autour de la Méditerranée. C'est quelque chose de déterminant. Le problème qui est posé par l'absence de perspective, et là aussi on est renvoyé à aujourd'hui, c'est quoi les perspectives internationalistes, c'est quoi la perspective d'un socialisme au XXIe siècle? Elle ne réussit pas à percer dans les processus révolutionnaires que l'on voit et qui se retrouvent acculés à des combats et à des attaques contre-révolutionnaires. Donc, c'est une première question. Deuxième question, face aujourd'hui à la montée, à la crise gouvernementale, à la crise de notre propre impérialisme et aux contradictions qu'il y a, aux ruptures qu'il y a avec au sein des pays, avec toute une façon de raisonner par rapport au PS, mais aussi par rapport à ce qu'a pu être la gauche, et ça rejoint ce qu'on discutait auparavant sur la conscience de classe, est-ce que ce qu'a représenté l'idée de gauche dans ce pays en fonction d'une certaine configuration politique, comment nous, on formule un certain nombre d'actes de revendication. Alors moi, je partage ce qui a été dit sur le fait que à la fois l'opposition de gauche, c'était juste en tant que capacité,
popularisation de la nécessité d'une opposition, la construction de s'unir pour construire une opposition à ce gouvernement. Mais aujourd'hui, il faut voir comment on la reformule, et la préoccupation, elle reste totalement d'actualité. Et deuxièmement, la question des réponses gouvernementales, on a un problème aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la situation de crise politique, on va être obligé de formuler, même si jamais on est dans une situation d'insurrection révolutionnaire, on va être obligé de formuler qu'est-ce qu'on met à la place de Hollande. Ça ne peut pas être l'UMP, ça ne peut pas être l'extrême droite. On n'a pas de réponse et il n'y aura pas de combinaison électorale possible avec la gauche réformiste, mais nous, il faut qu'on ait un programme. Et ce programme-là, un programme de rupture, un programme anti-austérité, pour voir comment on l'a. Je voulais répondre pour commencer à l'interpellation de Gérard, mais un petit peu aussi aux interventions comme Philippe de Cherbourg sur évidemment ce débat, où en est le NPA. Peut-être que pas mal de camarades présents dans la salle auraient espéré un autre débat, et plutôt un débat axé sur les difficultés, comment on rebondissait, le fonctionnement des comités, le nombre de militants et de militantes aujourd'hui au NPA. Mais vous avez donc bien tous et toutes compris que dans quelques mois il y aura un congrès, que les premières résolutions étaient arrivées, et donc là ouvertement à cet atelier c'est bel et bien donc le début, l'ouverture du débat de congrès du NPA. Moi personnellement je regrette que le début du congrès du NPA, de l'ouverture du débat, même si évidemment il faut débattre entre nous, se passe à l'université d'été du NPA. Jusqu'à présent, j'avais plutôt l'habitude que l'ouverture du congrès d'une organisation politique, c'était plutôt dans ses instances et pas dans une université d'été qui était aussi ouverte à des non-membres du NPA. Donc, pour reprendre et pour écouter certaines interventions, j'ai quand même l'impression, moi personnellement, mon ennemi de classe aujourd'hui, c'est le gouvernement Hollande, c'est la droite, c'est l'extrême droite, et c'est le système. C'est pas le front de gauche, c'est pas les réformistes. Les réformistes, moi je les combats régulièrement dans mon organisation syndicale, mais je fais des choses avec eux. Je fais des choses avec eux de façon quotidienne dans mon organisation syndicale, mais j'essaye aussi de discuter, d'affronter les arguments, etc. Et sur la question de l'opposition de gauche, parce que si on fait l'histoire, il faut faire l'histoire jusqu'au bout. Quand on a commencé à lancer cette idée d'opposition de gauche, bon, donc les critiques qu'on a entendues là, pour certaines, étaient déjà initiales quand on a lancé cette formulation, mais est-ce que vous avez oublié qu'à certains moments, le Front de gauche en particulier, Pierre Laurent et Mélenchon en particulier, avaient été interpellés sur cette expression en disant « Mais vous, est-ce que vous êtes dans l'opposition de gauche ?» Et ils étaient à chaque fois obligés de répondre « Ah non, nous on n'est ni opposition, ni dans le gouvernement, donc on ne savait pas vraiment. » Donc notre formulation, même si elle n'était pas parfaite, même si elle n'est toujours pas parfaite, eh ben elle questionne, elle est obligée, et notre formulation, elle a rendu possible la discussion de ce que c'était l'opposition de gauche. Et j'aimerais bien, alors évidemment il y a Montbourg-Rial, alors Hamon il a été très clair, ni opposition ni gouvernement. Montbourg, quand on écoute réellement ce qu'il dit, c'est pas, il ne s'oppose pas au gouvernement Hollande, il s'oppose à l'austérité européenne et à l'Allemagne, ce qui est tout un peu différent. Donc aujourd'hui, évidemment que la formulation d'opposition de gauche, elle a tout son sens, même s'il y a des petits cirques au niveau gouvernementaux, au niveau du Parti Socialiste. Il ne faut pas reprendre, ou il ne faut pas être un peu marqué parce que peuvent reproduire les médias. Parce que notre opposition de gauche, elle est réelle, depuis que Hollande a été élu. Notre opposition de gauche, elle a un contenu clair, de rupture, anticapitaliste, et pour faire avancer les mobilisations, mais aussi pour faire avancer l'alternative. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas simplement les mobilisations et les grèves qui comptent. Il faut aussi qu'on ait un projet global d'alternative. Qu'est-ce qu'on propose en tant qu'organisation politique pour remplacer ce gouvernement de gauche? Et comme l'a dit justement Cathy, parce qu'on ne proposera ni la droite ni l'UMP, donc il faudra proposer un programme anticapitaliste et un programme clair de rupture.
rupture. Alors le NPA, c'est vrai, c'est pas un parti révolutionnaire achevé. Hein. Il n'a même pas élaboré de stratégie révolutionnaire achevée. C'est vrai aussi. Hein. Mais cela n'empêche pas le NPA depuis le début d'être en rupture totale avec les partis qui, eux, ne vivent et ne font la politique que par leur insertion dans le système et ses combinaisons. Et depuis sa création, le NPA a su prendre une place originale dans la politique française en étant un parti d'une nature différente, de rupture. Et aujourd'hui, voilà, il faut rester, et je terminerai là-dessus, ouvert, démocratique, unitaire, anticapitaliste, et on a tout notre avenir devant nous, s'il reste évidemment sur les rails jetés lors de sa fondation, mais j'espère que beaucoup d'entre nous ont entendu qu'il y a beaucoup aussi de camarades qui aimeraient bien faire dérailler le NPA.